Boris, merci infiniment de nous accorder pour le groupe et plus largement pour mon audience cette interview dans ces temps extrêmement difficiles et d'autant plus pour toi, mais tu vas nous en parler. On peut se tutoyer, ça va Boris? On se tutoie tranquillement? Oui, oui, Bruno, il n'y a pas de Voilà. problème. Merci à toi et bonjour à tout le groupe. Ben écoute, tu sais le plus simple, mais Boris, présente-toi à notre audience. D'accord. Boris Duhamel, donc je suis français, charentais d'origine. J'ai immigré à Hong Kong en 1997. À l'époque, je travaillais pour une société française, pour un groupement de fabricants de jouets français. Et voilà, ça fait plus de 23 ans que je suis à Hong Kong et que je circule et que je navigue en Asie. J'ai travaillé dans différentes industries. Je suis entrepreneur et j'ai fondé cette société Baseline en 2012 et on est architecte lumière. C'est un lighting design studio. On crée des concepts d'éclairage pour éclairer les magasins de luxe, les centres commerciaux, des hôtels, des lieux de vie, des zones extérieures, tout ce qui touche à l'architecture et au lieu de vie et qui ont besoin de solutions d'éclairage pour créer des atmosphères et pour générer des émotions sur les utilisateurs quand c'est des lieux publics ou d'hospitalité ou les clients quand c'est des surfaces de vente. Vous qui êtes installé en Chine, comment vous avez vécu, comment vous vivez, comment tu vis, toi, en tant que chef d'entreprise, cette crise terrible que nous traversons? Ouais, il y a deux aspects. Il y a l'aspect chef d'entreprise, entrepreneur, et puis il y a l'aspect humain, père père de famille, et le rapport aussi avec la famille qui est en France. Les crises, on a l'habitude. En Asie, depuis 97, on en a écumé quelques-unes. Alors ça, il y a eu des crises économiques, il y a eu des crises économiques et financières, des crises sanitaires, on en a eu plusieurs aussi. Il y a eu la grippe aviaire, la grippe porcine, le SRAS, le H1N1 où l'Asie était moins touchée. Et plus d'autres dont on entend moins parler, comme la dengue ou l'encéphalite japonaise, et qui sont liées à des piqûres de moustiques. Donc, on a l'expérience des crises et ça secoue. Donc, ça secoue l'économie, ça secoue parfois aussi les finances. Donc, ça peut être régional et ça peut avoir des impacts mondiaux et puis des crises sanitaires où il y a des impacts sur la population, il y a des impacts psychologiques, etc. Là, on vit quelque chose qui est sans précédent en matière d'envergure et de globalité. Donc, c'est le paroxysme de la mondialisation. Finalement, quel que soit l'endroit du monde où on est aujourd'hui logé à la même enseigne en termes d'exposition à la technologie, plus ou moins d'exposition vis-à-vis des médias, d'exposition économique et vis-à-vis du libéralisme et de ses opportunités relatives et vis-à-vis de la médecine et de ses progrès et des problèmes sanitaires comme celui qu'on est en train de vivre actuellement. Donc voilà. Mais toi, dans ta vie vraiment de chef d'entreprise, qui doit gérer une entreprise, qui doit la faire vivre, qui doit la faire survivre dans ce temps extrêmement difficile où finalement, et tu vas nous le dire, l'activité économique, elle est menacée, on n'a pas forcément
On n'est pas dans les meilleures conditions pour prospecter, pour développer son entreprise, pour travailler concrètement, intervenir, pour se déplacer. Aujourd'hui, nous, en France, on ne peut pas sortir, hein, on est confinés, comme vous l'avez été, comme vous l'êtes peut-être encore maintenant, je ne sais pas. Mais comment on vit ça? Comment on vit ça quand on a une entreprise? Parce que vous êtes quand même, vous êtes nombreux dans ton entreprise, hein? Et donc, comment tu vis ça et comment tu fais en sorte que ton entreprise ne soit pas vraiment réellement en péril, quoi, aujourd'hui? Bon, bah déjà, le premier point, j'essaie de garder un maximum de sérénité et de me mettre sur la pointe des pieds pour essayer de regarder au-delà de la crise et Oui. anticiper la reprise. Ça, c'est le premier point. Donc, je me projette. J'essaie de garder un maximum de sérénité et de rester froid par rapport à ce qui se passe et surtout de capitaliser sur la situation qui génère en fait un creux financier, mais un creux d'activité et on profite en fait de ce creux d'activité pour faire en quelque sorte une toilette de printemps et mettre à jour un certain nombre de process, Mhm. en accélérer d'autres, dont la digitalisation. Euh, et, et puis reprendre contact avec des clients avec qui on n'était plus en contact depuis longtemps, renforcer le service et l'expérience client sur les clients actuels dans la période actuelle. Donc il y a tout un tas d'éléments positifs qui émanent de la situation actuelle et qui auront un impact positif sur l'activité de l'entreprise dans la durée. Maintenant, comme dans toutes les crises, ça brasse et il y a un risque économique et il y a un risque financier parce que il y a tout un tas de secteurs qui sont touchés de plein fouet par cette crise, qu'enchaîne sur des crises de protestation qu'on a eues à Hong Kong qui ont ralenti l'activité économique. Et aujourd'hui, le tourisme, le retail, la restauration, qui sont des secteurs de prédilection pour nous, sont extrêmement touchés, affaiblis. Et on se retrouve dans un mécanisme où dans les mois qui viennent, il va y avoir des faillites en cascade. Et donc, il va y avoir des supply chains entières qui vont pâtir d'un effet domino de clients ou de fournisseurs et qui se retrouveront obligés de mettre la clé sous la porte. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est de prévenir le danger et on prend des mesures pour ça. Donc, Tel que, on, ouais. Bah, il y a plusieurs choses. On va demander à certaines personnes qui ont une forte baisse d'activité sur leur service de travailler à temps partiel ou en trois quarts temps pendant un mois ou deux ou trois, le temps que l'activité reprenne. Ou alors, on va leur proposer de se charger sur des missions complémentaires. Et, euh, et aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette crise, c'est une sorte de révélateur oui, euh, de l'engagement des collaborateurs et il y en a certains qui montrent un engagement minimum ou une reconnaissance minimum euh, par rapport à l'entreprise et ben, ça peut permettre de faire des choix s'il faut alléger l'équipe. ouais, ouais. Tu es le troisième entrepreneur que j'interroge et que j'interviewe et qui me parle du fait, de par cette crise, de profiter de ce temps de crise pour reprendre contact avec leurs anciens clients, ou leurs clients, euh, de manière différente que ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire les contacter pour leur demander comment ça se passe pour eux, pour refaire le point, chose qu'on ne fait pas tout le temps quand on a dans le guidon. Et j'ai envie de dire que, ben voilà, à malheur et demi, ou en toute mauvaise chose, il y a toujours du bon. Et je pense que ça peut être effectivement très important. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'expérimente là depuis quelques semaines du très bon
au niveau des relations humaines avec les clients existants, cette crise et ce confinement obligé, donc c'est cette distance obligatoire physique, ça fait ressortir l'empathie des gens. Et nous, dans notre relation de partenaire avec nos clients, ça permet de mettre en lumière la confiance mutuelle. Donc, il y a des événements qui se produisent, qui sont heureux, et des échanges qui renforcent la confiance Ouais. entre les parties, quoi. On se raccroche entre nous et on voit dans cette communication qui est virtuelle et qui est distante, un L'hu- rapprochement humain, Voilà. chaleureux, euh, L'hu- et une envie de partager des petits bonheurs. Ouais. Et l'humain reprend sa place, même dans un monde complètement digitalisé, de par cette crise. Tout à fait. Donc, c'est aussi l'occasion, cette crise, d'expérimenter les bons côtés de la digitalisation. Là, ça fait 15 jours qu'on fait des meetings sur MS Teams ou sur Zoom. On a fait un meeting la semaine dernière avec 25 architectes et project managers. On a fait une présentation à des gens qui sont à 5 minutes de notre bureau à vol d'oiseau. Et, Ouais. Et chose que vous n'auriez jamais fait avant, ou en tout cas pas comme ça, quoi. on n'aurait jamais fait ça avant, Ouais. c'était épatant. Du coup, il y avait une attention toute particulière. Ce matin, on a fait un meeting avec un client à Shanghai, notre bureau de Shanghai qui est de l'autre côté de la rue, et, euh, et un de nos collaborateurs qui est en home office depuis le début de la semaine. Euh, donc ça, c'est franchement épatant, c'est franchement efficace. Et je pense que c'est en train de mettre les bases d'un certain nombre de changements irréversibles qui nous permettront de communiquer mieux, plus vite et plus efficacement. Oui. Et alors, plus largement, par rapport à la digitalisation, tu disais que tu profites de cette période pour renforcer l'aspect digitalisation. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est plutôt dans la prospection, l'acquisition, la sensibilisation, le renforcement, effectivement, tu viens de le dire, des liens avec tes clients, voire tes prospects, voire tes partenaires? Mais toi, pour toi, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui concrètement, ce renforcement du digital, ou en tout cas, voilà, cette optimisation du digital pour ton entreprise? En fait, c'est la digitalisation euh, de certains départements, comme la partie génération de leads, de prospection, suivi de clients, enfin toute la partie CRM qu'on peut aujourd'hui intégrer et digitaliser. C'est quelque chose qui était en développement chez nous de façon, on va dire, modeste et tranquille. Et là, depuis un mois, on a tout accéléré. On vient de passer sur HubSpot. Notre website a été refait il y a 2 mois. Et là, maintenant, on met en place des campagnes de communication et surtout des procédures automatisées de communication euh, qui nous permettent, qui que ce soit dans l'équipe qui communique, d'avoir une homogénéité, une consistance et un tracking et une analyse des retours pour pouvoir ensuite faire un suivi. Et donc d'intégrer ces nouveaux process qui vont vous permettre de travailler différemment à l'avenir, en intégrant et en optimisant la digitalisation et en tenant compte effectivement de ce renforcement de l'humain, de l'intégration de l'humain dans la digitalisation. C'est bien ça? Tout à fait, il y a un double aspect. Il y a l'aspect accélération de la génération de leads et puis découvrir des clients, des prospects qu'on ne connaissait pas et les servir. Et puis rajouter de la valeur dans le service avec nos clients et nos partenaires existants, avec une plateforme digitale qui permet d'accélérer
l'échange de données, la communication et de clarifier pas mal de choses à différents stades d'un projet. Je voudrais revenir à ce coronavirus. Où vous en êtes, vous, maintenant, en Chine, par rapport au confinement, par rapport aux mesures de sécurité, alors que ce soit dans la vie en tant que personne, mais au niveau entreprise, comment vous vivez ça et comment tu le gères, toi, en tant que chef d'entreprise et en tant que com? D'accord. Donc moi, je suis basé à Hong Kong avec ma famille et aujourd'hui, on est bloqué à Hong Kong, c'est-à-dire on peut plus sortir du territoire. Si on sort du territoire, quelle que soit la destination où on va devoir faire de la quarantaine. Et la réciproque est vraie, c'est-à-dire que toute personne qui rentre sur le territoire à Hong Kong aujourd'hui est soumis à des tests médicaux et un système de quarantaine obligatoire à domicile, avec ce que j'ai cru comprendre, des bracelets électroniques pour contrôler Ah que bon? les gens que les gens respectent. Euh, Sinon, pour la vie au quotidien, nous, les enfants sont scolarisés à la maison depuis le 26 janvier. C'est-à-dire que depuis le 26 janvier, ils font leur cours en vidéoconférence et leurs devoirs surveillés à la maison. A priori, les écoles devraient réouvrir le 20 avril, mais de mois en mois, ça repousse d'un mois. Au niveau de la vie professionnelle, on n'est pas complètement confiné. On a le droit de sortir. On s'aperçoit en fait ici à Hong Kong, peut-être de par les expériences précédentes, les gens sont disciplinés. Donc nous, depuis le début, depuis que ça a éclaté en Chine, tout le monde porte des masques, les gens se lavent les mains, utilisent du liquide hydroalcoolique constamment, etc. Depuis une semaine, le gouvernement à Hong Kong a demandé à limiter tout ce qui était événements publics, etc. Donc tous les événements ont été annulés. Les clubs ont fermé. Il y a beaucoup de clubs de sport ou de clubs privés à Hong Kong où il y a des restaurants et des infrastructures sportives qui ont fermé. Les golfs ont fermé aussi cette semaine. Là, le gouvernement va fermer aujourd'hui une bonne partie des restaurants sur Hong Kong. Ah, La vente de... c'était pas encore le cas pour les restaurants, pour les lieux publics, Non, non? non, disons qu'il il y en a qui avaient fermé d'eux-mêmes parce qu'ils avaient un problème économique. Oui. D'autres qui ont fermé temporairement parce que il n'y avait pas assez de clientèle. Mais là, aujourd'hui, la législation a été renforcée et le gouvernement demande à un certain nombre de restaurants de fermer. Donc, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont ouvrir. Par contre, ils les autorisent à continuer à faire de la livraison à domicile. Mais bon, ça va créer un peu des problèmes pour pas mal de prestataires. Ils ont aussi annoncé que la vente d'alcool était interdite, je crois, à partir d'aujourd'hui. D'accord. Mhm. Voilà. Et donc ça, c'est pour Hong Kong. Pour la Chine, ça va mieux. Ils ont pris des mesures drastiques dans un certain nombre de provinces, notamment le Roubaix, la province où il y a la ville de Wuhan. Oui. Euh, Après, chaque province, on va dire, applique différentes politiques. J'ai entendu dire qu'à Pékin, tous les gens qui voulaient à Pékin devaient transiter par un aéroport ou par une ville intermédiaire euh, pour passer des tests ou se faire prendre la température avant de pouvoir aller sur Pékin. À Shanghai, la vie a l'air où on a notre bureau, la vie a l'air de reprendre doucement normalement. Les gens commencent à ressortir dans les restaurants, dans les bars. Et on sent que l'activité reprend. Là, ces 3 dernières semaines, on a des projets qui sont tombés sur la Chine et nos clients habituels qui ont relancé leur planning de développement. Donc, il y a des signes positifs
sur la Chine, on va dire, sur l'économie intérieure. Oui. Sur la partie industrielle, qui est plus dans le sud de la Chine, toutes nos usines partenaires avec qui on travaille sur un certain nombre de projets ont repris l'activité et en fonction des usines, elles sont entre 60 et 80% de leur capacité. Donc, on estime que d'ici un mois ou deux, ils auront repris quasiment 100% de leur capacité de production. Oui. Et alors, à l'image de la France qui se propose maintenant après d'aider les entrepreneurs par plusieurs dispositifs, est-ce que c'est le cas en Chine? Est-ce que le gouvernement a annoncé des choses, des aides, si ce n'est que le report de charges et des choses comme ça? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que tu en Alors pareil, sais? là, on dissocie la Chine et Hong Kong parce que c'est un pays de système. Donc, Mm. on va dire que c'est deux régimes fiscaux et les annonces sont faites de façon ségrégée. Il y a eu des annonces de deux côtés. Mhm. Euh, euh, on est en train ces jours avec nos conseillers d'essayer de comprendre ce qui a été proposé sur la Chine. Ce qui ressort de l'iceberg, en tout cas ce qui est visible, c'est que toutes les entreprises qui sont locataires de bâtiments étatiques auront un remboursement des loyers sur février et mars, je crois. Donc ils auront 2 mois de loyer gratuit. D'accord. Nous, nos bureaux à Shanghai, il est dans un building privé. Le propriétaire a dit qu'il ne ferait rien. Une autre annonce que le gouvernement a fait en Chine, enfin notamment à Shanghai, c'est un allègement partiel ou total. Donc là, c'est pas très clair des charges sociales. Charges sociales qui en Chine sont relativement élevées comparées à Hong Kong où il n'y a pas de charges sociales. On parle à peu près de 30% du salaire en charges sociales patronales. D'accord. Bien, Voilà, écoute, après le reste, on est en train de creuser parce qu'il y a des annonces, mais c'est pas clair, il n'y a rien de concret, donc on est en train de chercher. Côté Hong Kong, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait vraisemblablement un allègement fiscal, mais il n'y a pas d'informations concrètes. Euh, des facilités pour des prêts, pour de l'emprunt. mhm. Puis, il y a des fonds qui sont en place à Hong Kong, mais avant cette crise et qui permettent aux entreprises d'obtenir des subventions, soit pour exporter, soit pour développer leur activité en Chine, soit pour développer leur activité dans le sud-est asiatique. D'accord. Ben écoute, je ne vais pas te retenir beaucoup plus longtemps. Je te remercie infiniment parce que je sais que malgré cette crise, tu es vraiment au taquet sur la brèche et que tu as beaucoup, beaucoup de boulot et que voilà, tu travailles beaucoup. Euh, Tout à l'heure, te poser la question si tu avais un conseil à partager avec les entrepreneurs à travers le monde, à travers pour les entrepreneurs peut-être aussi en France, de par ton expérience, de ce que tu es en train de vivre, quel serait-il? Mon conseil, c'est de rester serein et d'essayer de se projeter dans l'avenir pour revoir aujourd'hui, profiter de la situation pour revoir son organisation, ses process, euh, ses relations avec les gens pour essayer de tendre à des relations plus heureuse, plus empathique. Et, euh, et puis, garder, pour les entrepreneurs, garder cette position de leader vis-à-vis des équipes. On est dans une crise sans précédent qui génère, je pense, du fait de la médiatisation, de la peur, de la paranoïa, des troubles psychologiques invisibles ou inavoués chez les collaborateurs. Donc, c'est à l'entrepreneur, au patron, de montrer de la sérénité et d'épauler ses collaborateurs et ses équipes dans cette crise. Et puis,
c'est aussi l'opportunité de repenser la globalisation, la solidarité. On voit des élans de solidarité entre les entreprises françaises et la population française, ou des entreprises chinoises et des entreprises italiennes, ou les gouvernements italiens, allemands, européens. Il y a des usines chinoises qui envoient des masques gratuitement en Europe. Donc, il y a des élans de solidarité qui se mettent en place dans tous les sens. Donc, ça fait ressortir aussi le côté humain de certaines entreprises et de certaines personnes. Et ça, c'est admirable. Oui, oui. Ça me fait penser aussi, tu as vu qu'à travers cette crise, la nature est en train de bénéficier, entre guillemets, de cette crise, au niveau pollution notamment. J'ai vu des animations ce matin, c'est incroyable comme quoi il n'y a pas que rien n'est toujours tout noir ou tout blanc. Et en tout cas, j'ai entendu avec beaucoup d'attention, pour ne pas dire d'admiration, ce que tu dis, à savoir que dans cette crise, retrouver l'humain, bien que je sois un homme du digital, retrouver vraiment l'humain, vraiment l'humain. Ouais, donc pour rebondir sur la partie environnementale, oui, c'est certain, le fait que des industries entières se retrouvent à l'arrêt, le trafic soit arrêté, ça a un impact positif sur l'environnement. Donc, on aura tous, au cours de cette crise, mis à jour notre carbone footprint. Donc, ça, c'est une bonne chose. Il faut espérer que Ça nous enseigne quelque chose et qu'on en retienne quelque chose. voilà, c'est ça. Il faut que ça jugule des élans, des vocations. Nous, on essaye à notre niveau de contribuer, tant bien que mal, par le biais de l'éducation de nos enfants et au niveau de l'entreprise, à, à adopter des attitudes et des habitudes responsables. Ça fait 2 ans maintenant qu'on a arrêté d'utiliser des sacs en plastique jetables. Moi, je suis engagé personnellement au niveau d'associations qui travaillent sur la protection des mers et des océans. On sait qu'il y a une pollution plastique qui est Délirante. ouais, Qui fait même peur, hein, quand on sait qu'il y a, d'après ce que j'ai cru comprendre, qu'il n'y a plus aucune eau dans le monde qui ne contienne pas de particules plastiques. C'est Et la folie. ouais, c'est incroyable. Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut faire tous à notre niveau qui permettront de vivre mieux. Peut-être aussi changer un peu euh, nos habitudes alimentaires. On voit bien qu'il y a une différence culturelle entre la Chine Ah ben oui, oui, ouais. et l'Occident, quoi. On mange pas de pangolin en Mm. Europe. Et j'ai vu une image terrible quand même, une chauve-souris dans une soupe. Bon, après, je ne veux pas critiquer, hein. Ouais, mais ce sont des cultures différentes, ce sont des Mais oui, traditions mais oui. différentes. Et il faut se rendre compte aussi qu'au niveau de la Chine, Mm. en dehors des zones côtières qui sont maintenant à un niveau d'industrialisation et de modernité qui rivalisent avec les plus grandes villes du monde, euh, on a aussi des zones qui sont en retard en termes de développement et du personnel dans certaines usines qui viennent de ces zones rurales et qui émigrent pour travailler. Et ces gens-là, c'est ceux qui fabriquent nos ordinateurs et nos téléphones. Et ben, ils mangent pas la même chose que les autres et pas la même chose que nous. C'est leur culture. Mais ouais, ouais, c'est toujours délicat de parler de culture des autres et voilà, de les pointer du doigt. Mais bon, voilà, on peut, voilà. Justement, en parlant de l'impact et d'écologie, tout ça, alors justement, dans le cadre de ton expertise et de ton travail, je suppose que vous prenez cela en compte par rapport aux installations de lumière pour qu'elles soient quel est le moins d'impact? Vous intervenez aussi à ce niveau-là, dans Bien cette sûr, alors direction? en fonction des pays,
il y a une liste de standards, de normes environnementales qui Mhm. permettent de qualifier un building ou une construction selon des normes environnementales. Et la consommation d'énergie est un critère. Et la lumière, comme la climatisation, sont deux gros consommateurs d'électricité. Donc, il y a, au moment du design et de la conception, un certain nombre de calculs qui sont faits pour s'assurer qu'on rentre soit dans les critères des normes, soit dans les critères qui sont définis par le propriétaire d'un lieu. Ça peut être un centre commercial, ça peut être un hôtel, qui va définir des plafonds de consommation au mètre carré. Ouais. Donc, pour nous, c'est un élément contraignant supplémentaire qu'on doit prendre en compte au moment de la conception et du design de la lumière Et pour en termes, l'intégrer ouais. dans, Et dans en notre termes de métier. conseils, et en termes de Ouais. conseils aussi pour le client. Et en termes de conseils pour le client, et nous, dans notre métier, on privilégie l'aspect émotionnel et l'impact, on va dire, l'impact sur le cerveau que la lumière pourra avoir. Mais en faisant ça, on crée des espaces contrastés et donc, naturellement, on diminue le nombre de points lumineux au plafond par rapport, on va dire, à un éclairage standard. Et donc, intrinsèquement, on diminue la consommation. Une question bête. Si je devrais choisir, j'ai un magasin ou même un espace de vie, hein, même chez moi, quelle est la lumière la plus apaisante, la plus bénéfique entre guillemets, entre la lumière blanche et la lumière jaune? Ça va dépendre de l'espace et ça va dépendre de ce que tu fais dans cet espace. Si c'est un espace Une de pièce à travail, vivre? Non, voilà. dis-moi. Non, mais une pièce à vivre, par exemple, dans une pièce à vivre, c'est une pièce dans laquelle on va faire quoi? Dans laquelle on va communiquer avec des gens, échanger avec des gens, manger, peut-être lire. Donc, c'est une pièce dans laquelle on va passer du temps. Donc, on a besoin d'une lumière qui soit plutôt chaude, donc qui tende plus vers le jaune et qui soit confortable. D'une lumière aussi dont on puisse régler l'intensité en fonction de la lumière extérieure, en fonction des heures en fonction des heures de la journée. Alors, deux dernières questions. Ce genre de conseils, je sais que vous avez un blog, vous partagez ce genre de conseils sur votre blog, le blog du Oui, site. donc on essaie sur notre blog et dans les communications qu'on diffuse sur les médias sociaux de partager tout type de conseils liés à le choix d'éclairage ou le choix de luminaire, euh, comment intégrer la stratégie lumière dans sa stratégie de design d'intérieur, d'architecture. Là, on est en train de travailler sur un blog post qui va concerner les cycles circadiens. Donc, on sait que le corps humain fonctionne par cycle en fonction des heures de la journée et en fonction des personnes. On catégorise plusieurs types de personnes sur la planète qui vont être, on va dire, plus énergétiques en fonction des heures de la journée, etc. Et c'est ce qu'on appelle les cycles circadiens. Et on voit que la lumière naturelle a un impact sur le cycle circadien. Et donc, du coup, on peut aujourd'hui proposer des solutions avec de la lumière artificielle pour répliquer les cycles circadiens et avoir un impact positif sur l'énergie humaine. D'accord. Bah écoute, alors dernière question. Si on veut en savoir plus, si on veut rentrer en contact avec toi et ton entreprise, où c'est qu'on vous retrouve sur le web? Ben, on a notre website, il y a une chatbox sur le website, on répond généralement assez vite. On est sur LinkedIn, on est sur Facebook, sur Instagram. Donc on est joignable et on est D'accord. digital.
D'accord, et je mettrai ça, je mettrai le lien du site en bas de l'interview. Merci infiniment, Boris, pour ce long moment. On a fait quand même assez long. À quelle heure il est là, chez toi? Là, il est 18h. C'est bientôt la fin de la journée? Oui, ça va être la fin de la journée et le début du week-end. Ok. Alors, ben, écoute, je te souhaite un très, très bon week-end. Tout le meilleur à toi, ta famille, ton entreprise, toutes tes équipes. Et ben, je te souhaite tout simplement, je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup, Bruno, et à ta disposition et à la disposition de tes auditeurs pour plus d'informations, que ce soit sur la lumière, sur Hong Kong, la Chine ou l'Asie. Euh, je suis toujours ravi de partager avec des gens qui ont envie de découvrir et d'apprendre. Super. À très bientôt.